Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe, faisant s'écrouler avec lui près de 70 ans de communisme soviétique, véritable ennemi des États-Unis, concluant 50 ans de guerre froide, où deux blocs se sont affrontés dans tous les domaines pour faire triompher leur vision du monde. Car pendant tout le XXe siècle, deux modèles étaient en concurrence. Le capitalisme occidental d'un côté, avec les Américains en fer de lance, et le communisme soviétique porté par l'URSS et projeté via ses proxys. Cette chute du mur, c'est un bouleversement politique mondial. C'est la victoire triomphale du capitalisme. C'est la fin de l'histoire, comme le dira Francis Fukuyama, le politologue américain. Il ne parlait pas de la fin des événements, mais de la fin des grands affrontements idéologiques. Selon Francis Fukuyama, la démocratie libérale occidentale avait triomphé du communisme, marquant le point final de l'évolution politique de l'humanité. Mais l'histoire est plus têtue que cela. Les multiples crises financières, la peur de l'effondrement climatique et la compétition économique qui mène à des conflits mondiaux ont affaibli le récit victorieux du capitalisme, au point de le pousser à se réinventer ainsi qu'à faire monter son nouvel adversaire. Car devant ces failles évidentes, le capitalisme a fait émerger une nouvelle idéologie dans son opposition depuis 20 ans. La décroissance. Focalisée sur les limites planétaires, les inégalités sociales et la sobriété technologique, la décroissance se dresse en contre-modèle d'un capitalisme qui s'essouffle. Sentant cette idéologie prendre de la place, le capitalisme a muté en créant un héritier plus fort, mais aussi plus dangereux, l'accélérationnisme, qui mise sur la frénésie technologique et une quatrième révolution industrielle pour continuer à se perpétuer. Les amis, vous voici devant le clash des deux idéologies qui vont structurer la politique du XXIe siècle. Les amis, il fait 40 degrés, j'ai les cheveux trop longs, bienvenue dans cette vidéo, c'est Valorant. Je suis pas vraiment youtubeur, je suis l'euro cofondateur d'un groupe média qui s'appelle Le Crayon, dont les 4 entreprises s'affichent ici. Et comme je suis passionné des évolutions de la société, je vous partage cette vidéo qui est la 3e d'une série sur ce à quoi pourrait ressembler la société de demain. N'oublie pas de t'abonner si ça t'intéresse, c'est la meilleure manière d'encourager mon travail et surtout de me donner des idées sur les prochains contenus. L'accélérationnisme est une théorie selon laquelle il faut pousser le capitalisme et la technologie le plus loin possible pour provoquer leur dépassement et changer d'air. Popularisé par Nick Land, ce courant stipule que seule cette accélération peut gommer les défauts inhérents au capitalisme traditionnel. De l'autre côté, la décroissance est un mouvement économique et politique qui prône la réduction volontaire de la production et de la consommation dans le but de préserver les écosystèmes et améliorer la qualité de la vie. Popularisée en France par Serge Latouche, elle s'oppose frontalement à la logique de croissance infinie et d'accélérationnisme, en voulant repenser nos besoins, repenser nos modes de vie, repenser notre rapport au progrès. Ces deux idéologies sont les héritiers du clash entre capitalisme et communisme, qui étaient les idéologies qui sont nées de la première et deuxième révolution industrielle. À cette époque, le modèle économique mondial reposait sur l'industrie, c'est-à-dire la production à l'échelle de biens et services standardisés. Et tout a été construit comme cela. Le travail a été standardisé à l'échelle, le transport a été standardisé à l'échelle, la nourriture a été standardisée à l'échelle, même l'école et l'éducation a été standardisées à l'échelle. Et cette standardisation à l'échelle a opposé deux types de visions du monde. Les capitalistes, qui détiennent ou cherchent à détenir les moyens de production, les usines, les outils, les matières premières, et les communistes, qui veulent un système collectiviste centralisé où tout le monde obtient la même chose, à peu près, de la production de ses biens et services. Mais ce qu'on oublie souvent quand on parle de ces deux idéologies, c'est que les deux basent leur vision du monde autour de la même manière de produire. Ce qui les sépare le plus, c'est à qui bénéficie cette production et pas comment elle est produite. D'un côté, c'est le propriétaire, l'entrepreneur, ou globalement le preneur de risque, qui gagne. De l'autre, c'est le prolétaire, le travailleur, ou l'employé faible sur lequel tout ce modèle repose, qui gagne. Mais les choses ont changé. Internet a apporté une transformation fondamentale dans l'économie mondiale, c'est la personnalisation à l'échelle. En gros, cela permet à n'importe qui d'avoir une vision personnalisée d'un même produit ou service sans coût supplémentaire pour l'entreprise. Chaque fil Netflix est différent, chaque catalogue Amazon est différent, chaque intérieur de smartphone est différent. Et l'IA est en train d'accélérer ce mouvement dans une toute autre ampleur, en permettant cela sur presque tous les domaines de la société, y compris le monde du travail. La mutation du clash capitalisme-communisme dans un clash accélérationnisme-décroissance a commencé quand la manière de produire a commencé. Et fait du plus gros point de fracture entre les deux, la vitesse d'innovation et d'accélération de la technologie. Et c'est logique, une opposition idéologique se construit autour de la manière de produire les biens et services. Et comme la technologie a profondément changé cette opposition, son accélération appuie de plus en plus fort, renforçant les rangs, la légitimité et la puissance de son adversaire décroissant.
La question de notre choix de société est centrale car c'est ce qui nous permet d'aspirer collectivement à vivre mieux. Mais aujourd'hui, on n'aspire plus vraiment à vivre mieux. On veut surtout limiter la casse pour le futur. Et cela pour une raison sous-estimée en France selon moi. C'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Je veux dire, moi, Valorant en tant qu'individu, vous qui me regardez en tant qu'individu, on n'a pas vraiment dans nos mains la possibilité de vraiment changer le cours de ce conflit idéologique. Car les facteurs qui font avancer ces deux idéologies ne sont pas entre les mains de la population. Côté accélérationnisme, la concurrence entre les superpuissances technologiques nous pousse toujours plus vers une fuite en avant flippante dont on n'a pas le fin mot de l'histoire. Car même les personnes qui ont le pouvoir de décision semblent complètement dépassées par ce qui se passe. My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. Mais pourrait malgré tout, si ça se passe bien, faire émerger un âge d'or de prospérité et d'abondance à l'humanité, type iRobot ou Heure, où notre plus grand problème serait la place de l'humain dans un monde dominé par la machine, mais pas notre confort de vie. Et côté décroissance, ce sont surtout les limites planétaires et leurs conséquences géopolitiques qui peuvent pousser, voire imposer un modèle de sobriété à toute la planète. Un scénario comme le jour d'après ou Problemos, où nous ayons vivre de manière beaucoup plus primitive en recentrant nos besoins sur l'essentiel, la nourriture, la sécurité et la reproduction. Ce clash idéologique est donc non seulement un débat sur la vision du monde, mais surtout un pari sur qui prédira au mieux ce qu'il va se passer dans le futur. Pour les accélérationnistes, on parle même parfois de technosolutionnisme, une idée selon laquelle tous nos problèmes, notamment climatiques, peuvent être résolus par la technologie. Et ils ont des arguments pour ça. Le boom des technologies, notamment de l'intelligence artificielle, a le potentiel de rallonger notre durée de vie en faisant exploser nos compétences médicales, augmenter nos capacités en énergie en facilitant l'avènement de la fusion nucléaire, c'est-à-dire de l'énergie abondante et décarbonée, réduire considérablement nos émissions avec une optimisation de tous nos systèmes de production à l'échelle mondiale, ou même trouver des solutions sans nous à des problèmes qu'on ne connaît pas encore grâce à la machine, grâce à l'IA. Alors oui, c'est beau sur le papier, mais les décroissants ont l'habitude de ce doux rêve néo-capitaliste. Ils rétorquent que la raréfaction des ressources vont intensifier les conflits géopolitiques. Le réchauffement climatique va créer des luttes internes au pays et provoquer la plus grande vague d'immigration de l'histoire. Et l'IA, si elle a vraiment la capacité de nous aider, aura pareillement la capacité de nous détruire, que ce soit par la malveillance de quelques personnes ou en toute indépendance, et nous, sans avoir choisi de clan, voyant ce clash des prophéties apeurées depuis nos écrans de smartphone. Mais si on est à ce point spectateur de ce conflit idéologique, pourquoi en débattre? Et comment on pourrait vraiment avoir notre mot à dire dans cette histoire? Yuval Noah Harari, l'auteur de Homo sapiens et Homo Deus, prédit dans ce dernier que les 3 menaces systémiques pour l'humanité sont le dérèglement climatique, les conflits géopolitiques et la frénésie technologique. Mais quand on regarde de près, aucun de ces 3 sujets ne sont vraiment entre les mains de la France. On est actuellement un pays faiblement pollueur quand on le compare aux superpuissances chinoises, américaines ou indiennes. Notre impact technologique est secondaire quand on voit ce que la Chine et les États-Unis ou même le Japon et la Corée sont capables de faire dans les technologies émergentes. Et notre rang géopolitique, pourtant si valorisé dans notre histoire, est devenu si faible récemment, en Ukraine, à Gaza ou en Arménie. Tous ces problèmes ont un nom, la souveraineté. Le débat accélérationniste ou décroissant n'a de sens en France que si nous avons les moyens de décider en tant que Français de la voie que nous voulons prendre. Pour l'instant, l'affaiblissement de notre économie et de notre puissance géopolitique nous empêche tout simplement d'avoir notre mot à dire sur notre destin idéologique. Notre destin s'exprime timidement à travers une Europe bien plus au service de la vision allemande que française. Et la première étape de ce clash idéologique ne devrait même pas être de choisir ou de débattre, mais ça devrait être celle de permettre à notre pays d'avoir les manettes de commande pour décider pour elle-même, puis pourquoi pas influencer le reste du monde. Rêvons un peu. Mais comme le constate Giuliano D'Ampoli dans son nouveau livre L'ère des prédateurs, nous vivons une époque où ne pas nous assurer de notre souveraineté, c'est débattre de sujets dont nous ne serons pas les décideurs. Et pourtant, notre vision a tant à apporter sur la marche du monde pour ces deux idéologies qui traverseront le XXIe siècle. Nous sommes un des pays où ce débat entre accélérationnistes et décroissants est le plus fort, avec d'un côté des personnalités comme Laurent Alexandre qui pensent que la France sera reléguée au second plan si elle n'accélère pas. Si la France interdit l'intelligence artificielle, elle sera le Zimbabwe de 2080. Et de l'autre côté, des voix comme Aurélien Barraud qui alertent sur les limites du modèle techno-capitaliste. Nos experts ont des connaissances rares et nous offrent des perspectives précieuses pour éclairer notre choix de société. Si seulement, ce choix était le nôtre.